Merci Frédéric d'avoir accepté l'invitation de parler sur un monument, parler sur la règle. Comme je disais hier, c'était pas une blague. C'était un de films qu'on rêvait de présenter dès la première édition de Cinema Ritrovato, tant plus que, assez par hasard, quand on a commencé en 86, notre archive avait reçu la fameuse copie yougoslave de la cinémathèque yougoslave de la Règle du G. Donc, on avait sérieusement pensé de la montrer parmi les perles qu'on avait à l'époque, en 86 de l'autre siècle. Et donc, la projection d'hier, c'était vraiment une projection longuement désirée. Et évidemment, la salle était archi pleine et tout le monde continue à parler de la projection d'hier. Mais il ci è ritrovato beaucoup de choses en même temps. C'est la redécouverte du film, le grand film, les films inconnus, mais aussi la possibilité d'en parler. Et on peut voir, on peut voir le film de beaucoup de points de vue. Je ne sais pas si Pascal Mérigeau est dans la salle, mais je l'ai vu traîner d'une salle à l'autre. Et nous tous, nous avons lu son magnifique Jean Renoir. Et ici, je pense, dans le festival, il y a beaucoup de grands spécialistes qui peuvent nous dire et qui peuvent parler de beaucoup de points de vue sur ces films immenses. L'idée du rencontre avec Frédéric, c'était d'avoir son point de vue et de voir aussi comme ces films ont traversé l'histoire de la cinémathèque française. Mais justement, pour commencer avec un autre point de vue, Arnaud Desplechin nous a envoyé une présentation de la règle du G. Arnaud aurait dû venir au festival. Et puis à la dernière minute, il a eu un engagement qui lui a empêché. Et sa venue était une venue en honneur de Jean Douché, donc un autre qui aurait pu dire beaucoup de choses sur Renoir et sur la règle du G, et qui est venu beaucoup de fois à Bologne. Et chaque fois, quand il revenait, il voyait Arnaud en lui disant tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait appris du festival. Et donc, il m'avait dit, je vais être à Bologne pour faire revivre les regards de Jeanne, et je vais présenter absolument un film, puis il ne pouvait pas venir. Donc, il a choisi un film, et c'était La règle du G. Donc, on va voir sa présentation, et puis on commence. Bonsoir. François Truffaut disait de la règle du jeu que c'était le credo des cinéphiles, le film des films. Alors évidemment, c'est très impressionnant de montrer à Cinema Ritrovato le film des films, le credo des cinéphiles, dans sa copie restaurée par la Cinémathèque française. La règle du jeu, c'est même le film restauré par excellence, parce qu'il a été mutilé dès sa sortie en 1939. À sa sortie, Renoir raconte que des activistes prenaient des journaux, mettaient les journaux en feu et les jetaient à l'intérieur des salles pour empêcher la projection. Et il aura fallu, et donc la copie a été mutilée et le film est sorti comme ça. Et plus tard, il aura fallu attendre la restauration de 1959 à la Mostra de Venise, donc en Italie, pour que le film s'impose enfin comme un des plus beaux films du monde, celui dont je vais essayer de vous parler rapidement.
Alors, la question qui me taraude, qui n'a pas arrêté de me trotter à la tête, c'est la suivante. Pourquoi donc ce film, qui est tout simplement une adaptation d'une pièce de Musset, Les Caprices de Marianne, a pu déclencher une telle haine, un tel scandale? Alors, les réponses sont multiples, hein. Jean Renoir disait de son film, c'est un film de guerre, et vous verrez la scène des lapins, qui est absolument terrifiante. C'est un film qui annonce la guerre à venir, etc. Et pourtant, cette réponse ne me suffit pas. Je vous en propose une autre. Dans ce film, qui est un film de groupe, il n'y a pas un acteur, pas un, qui joue pareil que son voisin ou sa voisine. C'est-à-dire qu'il y a un acteur romantique français, il y a une actrice de théâtre allemande, il y a une soubrette, un noble juif qui s'appelait Rosenthal, il y a des acteurs de comédie, des acteurs de boulevard, et scandale des scandales, il y a un non-acteur, puisque Jean Renoir lui-même tient le rôle d'Octave. Alors, à sa sortie, tout le monde trouvait Jean Renoir très très mauvais acteur. J'ai même rencontré des cinéphiles qui ont découvert le film dans les années 60 et qui disaient oui, le film est parfait, mais enfin, la performance de Jean Renoir dans la scène de l'accident de la voiture, c'est un peu bizarre. Eh bien, je balaye tout ça. Octave est un personnage sublime et la performance de Renoir est éblouissante. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce qui a rendu les gens dingues à l'époque et qui nous rend dingues aujourd'hui, mais dingues de plaisir? C'est que ça n'est pas réaliste. Alors, Jean Renoir, c'est le réalisateur de Tony, de La Bête humaine, de La Grande Illusion. Et là, Renoir, il décide de s'en foutre du réalisme et il va inventer autre chose. Est-ce que vous voulez une autre preuve? Carrette, qui est un titi parisien avec un fort accent parisien, il joue le film, il joue le rôle d'un braconnier. C'est totalement invraisemblable. Ça n'est pas réaliste, parce que Renoir ne veut plus du réalisme à ce moment-là de sa vie. Maintenant, ce qu'il veut, c'est la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a autant de façons d'être un être humain qu'il y a de façons de jouer. Et si dans ce film, vous allez voir tous les styles de jeu réunis, c'est pour refléter la diversité infinie de l'existence humaine. Et ça, que nous soyons tous divers, c'est une nouvelle merveilleuse. Stanley Cavell écrivait une phrase que je trouve très drôle, il disait que la règle du jeu s'intéresse au théâtre est à peu près aussi évident que le fait que Marx s'intéresse à l'argent. Oui, c'est drôle. Eh ben, je soutiens que Jean Renoir se sert de tous les outils du théâtre pour affirmer la puissance du cinéma. Que le monde est un théâtre, on le sait, depuis Shakespeare, bien sûr. Mais il y a une seule chose qui soit supérieure à ça, à la vérité du théâtre, c'est la vie même. Et la vie même, c'est le cinéma. Le film s'appelle La règle du jeu. Alors, dans le film, le film aurait pu s'appeler Les règles du jeu. Chacun s'efforce d'obéir à sa règle de théâtre. Le garde du chasse, les amoureux, le militaire, le cuisinier, les bourgeois, les nobles, etc. Le marquis de la Chênaie, il est comme un enfant d'Alliot et il est devant ses petites poupées mécaniques et c'est un spectacle que rien peut dérégler. Le spectacle que rien peut dérégler, c'est le théâtre. Le théâtre, c'est quand on accepte la règle. Et le cinéma, c'est quand on attrape l'accident. Vous voulez une preuve? Une seule, 3 plans et j'ai fini. Il y a un plan, vous êtes dans les coulisses. Octave, qui est avec son amie Christine et qui parle de son père chef d'orchestre, rejoint la terrasse et il évoque ce chef d'orchestre, son ami dont il était pris. La caméra est dans la coulisse. Deuxième plan, c'est un plan frontal, donc un plan de théâtre. Et voilà que Octave lève les bras, prêt à diriger l'orchestre. Et la terrasse est maintenant devenue une scène de théâtre. Troisième plan, un plan de cinéma. La caméra est un tout petit peu plus proche et un petit peu de biais, un tout petit peu dans l'angle. Et tout d'un coup, Octave s'effondre et s'assied. Il nous dit qu'il a raté sa vie parce qu'il a raté le public. En 1939, Jean Renoir a raté le public parce que le public était tout préparé à la guerre, à la vie par le feu et le sang, comme le dit Cavell. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, une Europe en guerre. Renoir nous montre que le cinéma est un art et c'est à nous de l'entendre et c'est à nous de dire à Octave, tu n'as pas raté ton public. Bon spectacle, ce film est effectivement un des meilleurs films du monde. Alors, l'art de la présentation passe aussi Par à travers Zoom.
Non, c'est une formidable présentation que vient de faire Arnaud Desplechin, qui est effectivement l'un des meilleurs élèves de Jean Douché. Donc s'il n'avait pas été le grand cinéaste français qu'il est, il aurait pu être un très grand critique. Et c'est vrai que la question qu'il pose, c'est la question essentielle. C'est-à-dire que dans ces années 30, qui sont pour Renoir vraiment une décennie prodigieuse. C'est-à-dire que le premier grand film dans les années 30 de Jean Renoir, c'est La Chienne en 1931. Et jusqu'à La Règle du jeu en 1939, c'est quelqu'un qui fait 1 ou 2 films par an. Enfin, il fait 11 films en 8 ans et tous sont des chefs-d'œuvre. C'est ça qui est étonnant. Tous sont des chefs-d'œuvre, mais le pire échec commercial et le pire échec de scandale, c'est effectivement La Règle du jeu, qui est son dernier grand film français avant la guerre et qui a subi un rejet total de la part du public et de la quasi-totalité de la critique. Alors Arnaud Desplechin a raison, il faut s'interroger pourquoi ce refus. On peut trouver des raisons contextuelles. On peut dire par exemple, c'était insupportable pour le public qui voyait la guerre approcher de montrer des gens riches qui s'amusent dans un château. Voilà, on peut dire ça. Il y avait une part sûrement de provocation chez Renoir à montrer des aristocrates qui s'amusent alors que la guerre frappe à la porte. Ça, c'est ce qu'on a raconté dans les ciné-clubs pendant très longtemps, en France et ailleurs. C'est-à-dire que le film devenait une sorte de pressentiment ou une sorte de parabole de la guerre à venir. Et on disait même, quand on massacre les petits lapins à la chasse, vous voyez, les petits lapins, bientôt, ça sera des hommes et ça sera la guerre. C'est une façon de voir les choses, mais ce n'est pas, je pense, la façon la plus profonde de voir les choses. C'est une façon un peu superficielle de voir les choses. Là où Arnaud Desplechin a raison, c'est que le refus du film à l'époque, le fait qu'il a fallu attendre plus de 20 ans, 1959, le film commence à être enfin accepté et il sera tout à fait accepté dans les années 60 et depuis La Règle du jeu est au programme du baccalauréat comme il est au programme de l'agrégation de lettres. Donc c'est devenu plus qu'un classique. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Moi je pense que ça va bien au-delà du contexte d'avant la guerre. C'est que avec ce film, Jean Renoir sait qu'il peut se permettre une expérimentation totale. La Règle du jeu, c'est vraiment un film expérimental. Voilà. C'est un film expérimental et c'est un film expérimental sur quelque chose de très précis qui est le récit cinématographique. C'est-à-dire que le film des années 30 que tout le monde aime et qui a été un énorme succès en France et même un succès mondial, c'est La Grande Illusion. La Grande Illusion est un très beau film, mais qui obéit à des règles de narration relativement classiques. Le film d'après, c'est une adaptation d'Émile Zola, qui s'appelle La Bête humaine, avec Jean Gabin qui fait corps avec sa locomotive, qui fait corps avec sa machine. Là encore, ça a eu moins de succès que La Grande Illusion, mais le film a été accepté. Parce que Renoir acceptait les règles du naturalisme et les règles du récit cinématographique classique. Dans La Règle du jeu, Arnaud Desplechin le dit très bien, il n'y a que des actions simultanées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un récit, mais il y a plusieurs récits qui n'arrêtent pas de se croiser, de s'entrecroiser, de se répondre, parfois de se contredire. Pour dire les choses encore plus simplement, et Arnaud l'a dit, il n'y a pas de personnage principal. Qui est le personnage principal de La Règle du jeu ? On peut dire c'est le marquis de la Chesnée, c'est Dalio, on peut dire c'est Octave, on peut dire c'est Nora Grégor qui joue Christine, mais en fait il n'y a pas de personnage principal. Et ça, pour le public de 1939, ça devait être quelque chose de très perturbant. C'est-à-dire qu'il fallait suivre plusieurs intrigues, plusieurs récits, plusieurs personnages dont aucun n'était le personnage principal.
Et en plus, il fallait accepter le mélange des classes, ce qui est bien sûr un des grands coups de génie du film, c'est-à-dire qu'on arrive à représenter tout le monde. On arrive à représenter l'aristocratie française, mais aussi l'aristocratie internationale, puisque Christine est une princesse autrichienne dans la vie et dans le film, elle vient de Salzbourg, son père est chef d'orchestre. Donc on montre une Europe, l'Europe des riches, l'Europe des aristocrates, mais on montre aussi les cuisines. C'est-à-dire qu'on montre aussi les serviteurs. On montre la femme de chambre de Madame, qui est interprétée par Paulette Dubost, qui elle aussi a ses intrigues amoureuses. C'est-à-dire qu'elle a peut-être couché avec Jean Renoir Octave. Elle est mariée avec le garde-chasse. Et elle est, disons, peut-être séduite par Carrette, le braconnier. Donc les pauvres, les domestiques, ont aussi droit à la représentation en même temps que les riches. C'est-à-dire que la classe sociale n'empêche pas tout le monde d'avoir des fictions, d'avoir des intrigues. Et ça aussi, c'est quelque chose de profondément nouveau. C'est-à-dire que soit on montrait les personnages principaux qui étaient les riches, soit on faisait un film sur le peuple. Mais on ne faisait pas les deux à la fois. Et là encore, la règle du jeu est quelque chose de très rare au cinéma, parce qu'on le sait, le cinéma est un art de la routine et de l'imitation. Et on aime beaucoup cette routine et cette imitation. C'est pour ça que, par exemple, on aime les cinémas industriels, le cinéma hollywoodien, par exemple. Cette année, à Bologne, vous montrez Ugo Fregonese, et je suis ravi de découvrir ces films. Mais Ugo Fregonese ne fait pas des prototypes. Il fait des films de série où il essaye d'injecter des choses personnelles. Tandis que la règle du jeu, c'est un prototype absolu. Le film n'existe pas avant, et d'ailleurs il existera très peu après, parce que c'est très difficile d'appliquer les leçons de la règle du jeu. Et donc là où Arnaud, quand il parle de théâtre, c'est évidemment le cœur du film, et c'est ça qui le rend difficile à comprendre. C'est-à-dire que ce que raconte le film, c'est que non seulement le théâtre et le cinéma, c'est la même chose, c'est profondément la même chose pour Jean Renoir dans son système, mais quelque chose d'encore un peu plus sophistiqué, c'est que le théâtre et la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la règle du jeu, on voit des gens, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient les maîtres, qu'ils soient les domestiques. L'expression française est pas mal, je ne sais pas comment on dit en italien, ils se donnent en spectacle. Vous voyez, si par exemple un couple se dispute devant tout le monde, on va leur dire, mais ne vous donnez pas en spectacle. Les protagonistes de la règle du jeu ne cessent de se donner en spectacle. Ils se donnent en spectacle dans des représentations théâtrales qui sont données comme telles, mais Dalio, qui est un acteur génial, se donne en spectacle tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, quand les portes commencent à claquer, quand tout le monde se met à courir, il y a un plan formidable où il avance vers la caméra, et comme il est en train de perdre sa femme, il dit « Ah, qu'est-ce que je souffre !» Et il dit « Et j'ai horreur de ça !» C'est-à-dire que même dans cette phrase, il est un spectacle. Il est au spectacle de lui-même. Ou au début du film, il y a quand même une gêne, puisqu'on est obligé d'accueillir dans le château un aviateur, un héros national, qui a fait une déclaration d'amour à la maîtresse de maison. Et pourtant, le mari l'invite à la Collinière, dans le château. Et donc, il y a cette scène extraordinaire qui résume peut-être tout le cinéma de Jean Renoir. Christine, Nora Grégor, prend la parole et improvise. C'est-à-dire qu'elle improvise une scène de théâtre et elle dit « Chers amis, vous avez entendu beaucoup de ragots, beaucoup de choses, vous avez entendu les déclarations d'André Jurieu à la radio. Moi, je vais vous dire ce qui se passe. » Et donc Christine occupe le devant de la scène et pour se sortir de cette situation, elle devient le metteur en scène d'elle-même. Elle écrit son propre rôle en l'improvisant
ou pas d'ailleurs, peut-être qu'elle a préparé son coup, et elle dit « J'ai été l'ami d'André Jurieu pendant qu'il préparait son exploit, mais il n'y a rien entre nous, nous ne sommes pas amants, c'est un malentendu. » Et après, Renoir filme les réactions de chacun. C'est-à-dire que les gens dans le public, il y en a qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle nous prend pour des imbéciles. » Ou alors le général dit « Nous sommes ici pour chasser, pas pour écrire nos mémoires. » Mais voilà, il faut que la scène de théâtre improvisée s'organise pour que la vérité de la vie, quelque chose soit dit. Et ça, c'est le sujet du film. C'est-à-dire que le sujet du film, c'est non seulement le théâtre, mais c'est la représentation que nous donnons nous-mêmes pour arriver à exister dans une société. Ce que nous sommes en train de faire, par exemple. Voilà, ça c'est typiquement une mise en scène de nous-mêmes. Et le film est profondément là-dessus. Et donc, évidemment que c'est un film qui est très agréable à regarder, qui est très drôle. Hier, à la projection, les gens riaient beaucoup. Mais en même temps, c'est un film qui est perturbant, puisqu'il nous montre, tous autant que nous sommes, que nous soyons riches ou pauvres, en train de nous donner en spectacle. Et une des répliques peut-être les plus révélatrices de ça, c'est quand Carrette arrive dans le film, donc c'est un braconnier, le garde-chasse l'attrape, et le marquis dit « Mais il tue les lapins, mais il est formidable cet homme. S'il tue les lapins, je l'engage. » Et Carrette lui dit « Ah, monsieur le marquis, moi j'ai toujours rêvé d'être domestique. » Ce qui est une phrase, mais géniale. Enfin, vous vous rendez compte, un public de 1939, j'ai toujours rêvé d'être domestique. Et dit par Jean Renoir, qui est un homme de gauche, proche du Parti communiste, qui a fait des films financés par la CGT, mais le plus important, c'est après. C'est quand Carrette dit « J'ai toujours rêvé d'être domestique à cause du costume. » Il ne dit pas à cause de l'uniforme, il dit à cause du costume. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va entrer dans la pièce de théâtre. C'est ça le plus important. S'il continue à tuer les lapins dans son coin, à être un braconnier dans les bois, il ne parvient pas à la scène. Tandis qu'en disant « j'ai besoin du costume », tout d'un coup, il va jouer avec les autres. Voilà. Et c'est... Pardon, hein, j'ai dit ce qui me semble le plus important tout de suite, mais parce que Arnaud l'avait dit aussi. Voilà, c'est ça le sujet profond du film, à mon avis. Et ça n'empêche pas du tout que, bien sûr, le film a été écrit et réalisé entre les accords de Munich et le début de la guerre, qui va être une drôle de guerre pendant longtemps, puisque le conflit va attendre 9 mois pour se déclarer vraiment avec la campagne de France des armées allemandes. Donc bien sûr, il y a un contexte politique, historique très lourd, mais Renoir, et c'est ça son génie, c'est le décalage. C'est-à-dire que s'il sent que la guerre approche, lui, ce qu'il va chercher, c'est les caprices de Marianne de Musset. C'est le mariage de Figaro de Beaumarchais. C'est-à-dire qu'il se décale et il va chercher des pièces de théâtre classiques du répertoire français pour nous donner la totalité de sa réflexion sur la représentation elle-même, sur qu'est-ce que c'est la représentation cinématographique qui rejoint la représentation théâtrale. Formidable, Frédéric. Il y a maintenant, on peut aller dans beaucoup de directions, et parce que quand tu parles de c'est donner un spectacle, c'est exactement notre présent d'une société qui se donne un spectacle, et exactement la force du streaming, la force des plateformes, la force des séries, c'est exactement ça. Et est-ce qu'on pourrait donc voir dans ces films que, comme tu dis, c'est même pas un prototype, c'est un film unique, c'est un film qui est vraiment fait dans une époque, dans un moment, mais peut-être au contraire,
c'est pas un prototype pour le cinéma, mais c'est un prototype pour d'autres formes qui vient après. Bien sûr, bien sûr, c'est un prototype d'une modernité qui est évidente, et c'est pour ça que le film a attendu tellement longtemps pour être accepté. C'est-à-dire qu'évidemment, cette multiplicité d'actions et de personnages, c'est quelque chose qui aujourd'hui a été totalement digéré. Le problème, si tu veux, c'est que dans les séries ou dans les films qu'on fait aujourd'hui, peut-être on a digéré, même en France depuis 20 ans, on parle de film choral. Bon, un film choral, d'accord. Alors on peut dire que La Règle du jeu est le premier des films choraux, d'accord. Mais ce qu'on oublie, c'est la cruauté. Ouais. C'est-à-dire que Renoir, c'est la faconde renoirienne, c'était quelqu'un d'irrésistible, Jean Renoir. Personne ne pouvait résister à Jean Renoir, les hommes, les femmes. Tout le monde était absolument sous le charme. Et quand il joue Octave, évidemment, c'est un personnage qui lui ressemble beaucoup. Donc il y a cette empathie renoirienne, cette faconde renoirienne, mais il y a aussi la cruauté. Et la cruauté, c'est de dire, c'est le titre, c'est attention, la société est un jeu, mais c'est un jeu qui a des règles. Et dès le début du film, par la bouche du personnage d'Octave de Jean Renoir, l'aviateur, celui qui voudrait être l'amant de Christine, se fait engueuler. Il lui dit « Mais pour qui tu te prends ? Tu viens de réaliser un exploit, tu te poses au Bourget, fais ton boulot de héros national, fais ton petit boulot d'idole des foules, et ne viens pas perturber le jeu par des déclarations d'amour intempestives à la radio. » C'est-à-dire que André Jurieu, dès les premières minutes du film, je pense que vous avez tous vu le film, hein, donc je peux dire ce qui se passe à la fin. Bien sûr. Mais André Jurieu est condamné. Il est condamné parce que il est celui qui fait démarrer la fiction, qui fait démarrer la grande représentation théâtrale, mais en même temps, il est condamné parce qu'il est celui qui transgresse. Il est celui qui perturbe le jeu. Et donc quand Octave, qui n'est pourtant pas un réactionnaire, c'est un parasite qui comprend tout le monde, qui peut coucher avec la bonne tout en étant amoureux de Christine, Octave, il passe à travers toutes les classes sociales, c'est un passe-muraille si on veut. Et pourtant c'est Octave qui l'engueule, qui lui dit « Ne fais pas ça parce que tu vas le payer cher. » Et effectivement, André Jurieu va le payer cher puisqu'il va le payer de sa vie. Mais sur le côté prophétique du film, sur le côté mise en spectaculaire de la société, on attendra 30 ans pour appeler ça la société du spectacle. La société du spectacle. La Règle du jeu est quand même un film qui commence par un direct. Ce qu'on appelle en télévision, ou là en radio, un direct. Le premier plan du film, c'est un émetteur de radio qui retransmet en direct à la radio l'atterrissage d'André Jurieu et son exploit d'avoir traversé l'Atlantique en je ne sais pas combien d'heures. Donc là, évidemment, il y a quelque chose d'extrêmement fort, parce qu'on se dit qu'en plus de tout le reste, Renoir a compris où on allait en arriver. C'est-à-dire la société non seulement du spectacle, mais la société, et c'est beaucoup plus grave, et c'est ça le crime d'André Jurieu, c'est la société de l'indiscrétion généralisée. C'est-à-dire que si on aime quelqu'un, on peut le lui dire à lui, si on est assez courageux. Mais on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un à la radio et à la télévision. Lui, c'est ce qu'il fait. Et il sera puni pour ça. Aujourd'hui, si vous ne dites pas que vous aimez quelqu'un à la radio ou à la télévision, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc de ce point de vue-là, les choses se sont retournées. Et le film est très prophétique aussi là-dessus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dès la première scène du film, se donne en spectacle, au sens le plus péjoratif. Il enfreint les règles. Et donc il passe du côté de la consommation de masse.
de la consommation d'indiscrétion, de la consommation d'événements. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que Renoir a vu. Et ce qui est assez fascinant, c'est que La règle du jeu date de 1939. Un autre cinéaste de l'autre côté de l'Atlantique va faire un film qui est le seul équivalent à La règle du jeu, qui s'appelle Citizen Kane, en 1940. Les films sont presque contemporains. Et le film d'Orson Welles sera entièrement consacré à quelqu'un, Kane, qui fait commerce de ça. C'est-à-dire qui fait commerce de l'événement, qui fait commerce de l'indiscrétion, qui fait commerce du mensonge. 1939, La règle du jeu, Citizen Kane, Orson Welles, 1940. Voilà. On commence à parler des choses sérieuses. Le cinéma commence à parler des choses sérieuses et bien sûr commence à parler de ce qui nous arrive à nous encore aujourd'hui, 80 ans plus tard. Hier, en faisant la présentation, tu as pris deux films qui sont dans le programme, Stroheim comme père de Renoir et Stache comme fils. Et vu que c'est un des jeux les plus amusants de la cinéphilie, d'établir de liaisons, est-ce qu'il y a de fils de la règle du jeu dans l'histoire du cinéma? Alors, je suis d'accord avec toi, Gianluca, c'est une des choses les plus amusantes de la cinéphilie, mais même de l'histoire de l'art en général. Tout à fait. C'est de voir des jeux d'influence, de passerelles, etc. Et bien sûr, c'est un jeu qui en même temps est très critiquable, parce qu'on peut très bien dire, en fait, vous défendez vos goûts, parce que vous aimez Renoir et parce que vous aimez Eustache, vous dites que Eustache vient de Renoir. Bon, bien sûr, on peut toujours discuter et critiquer. Disons que sur l'ascendance Stroheim, c'est évident. Et Renoir l'a beaucoup dit lui-même. Et en plus, il a tourné La Grande Illusion avec Erich von Stroheim, parce que pour lui, Erich von Stroheim était Dieu, vraiment, sur Terre. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour La règle du jeu, parce que La règle du jeu est un film qui essaye plutôt de se débarrasser des codes du naturalisme excessif à la Stroheim. Un film comme Nana, évidemment, ressemble beaucoup plus à un film de von Stroheim que La règle du jeu. La règle du jeu est un peu ailleurs. Mais il n'empêche que l'influence de Stroheim sur ce côté cruauté renoirienne, même si elle est un peu camouflée, etc. Renoir est quand même un cinéaste extrêmement cruel parce qu'il sait comment la société fonctionne. C'est ça qui l'intéresse. Il part toujours de la société pour aller jusqu'à lui, pas l'inverse. Donc il montre comment la société fonctionne. Quand il a retrouvé Marcel Dalliot dans les années 60, des années plus tard, Dalliot lui disait « Mais quand même, tu es gonflé, parce que tu m'avais fait jouer un juif Rosenthal dans La Grande Illusion, et là tu me fais jouer un marquis français qui a un château en Sologne, mais tu rappelles qu'en fait je ne m'appelle pas du tout le marquis de la Chênaie, mais que je m'appelle Rosenthal. » Et Renoir lui disait « Mais tu sais, ça n'a aucune importance. J'ai connu des marquis comme toi. J'ai connu des marquis comme ton personnage. » Et ça veut dire qu'il s'intéressait vraiment à la vérité profonde des êtres. Mais sur la descendance renoirienne, ce n'est pas uniquement dans mon œil, c'est que les gens le disent. Dans La Maman et la putain, que vous verrez aujourd'hui, je crois, c'est réalisé par Jean Eustache, qui est d'abord un grand cinéphile, qui a vu beaucoup de films. Et c'est très curieux parce que c'est des gens à l'intérieur du film, Jean-Pierre Léaud en particulier, qui vont au cinéma et qui en parlent. Ce qui est assez rare au cinéma. Ouais. Ça n'arrive presque jamais. Et donc, à un moment, Jean-Pierre Léaud dit beaucoup de mal d'un film. C'est pas très gentil. Le film est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma français. Ça s'appelle Les Visiteurs du soir, de Jean Carnet. De Marcel Carnet, écrit par Prévert. Et Léaud, non seulement se moque du film, mais imite la fin du film. Ce cœur qui bat, qui bat, qui bat.
Quand on fait ça, c'est qu'on a une idée derrière la tête. C'est pas juste pour amuser la galerie. C'est-à-dire que Jean Eustache, ce qu'il dit, c'est que le pathétique de ce qu'on a appelé le réalisme poétique dans les années 30, celui du duo Carnet-Prévert, ce pathétique-là, je le déteste. Je le récuse. Et qu'est-ce que je préfère ? La règle du jeu. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a un cinéaste qui fait son plus grand film, Jean Eustache, qui dit « Moi, je viens des Lumières, profondément, sur le côté enregistrement, et je viens de Jean Renoir, et mon film préféré au monde, c'est la règle du jeu. » Et d'ailleurs, Eustache a été le monteur du film que Jacques Rivette a consacré à Jean Renoir pour la télévision française. Et on raconte qu'une fois, Eustache a rencontré Jean Renoir et qu'il n'a même pas pu parler. Il était, mais littéralement, tétanisé devant celui qu'il considérait non seulement comme son maître, comme le plus grand cinéaste du monde, mais comme le cinéma lui-même. C'est André Labarthe qui m'avait raconté ça, et je lui ai dit, mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Et Labarthe m'a dit, c'était Renoir. C'est-à-dire que Renoir était capable de mettre à l'aise quelqu'un qui n'arrivait pas à parler devant lui, parce que c'était Renoir, bien sûr. Mais c'est très intéressant de trouver cette attaque, parce que c'est une attaque polémique, contre Carnet et contre Prévert dans La Maman et la Putain, parce que c'est une façon pour un cinéaste qui vient 2 ou 3 générations plus tard de dire, voilà, moi, je n'aime pas ça. Alors il y a des querelles dans le cinéma français de l'époque, on ne peut pas l'ignorer, et c'est comme ça que je vais répondre à ta question, mais d'une façon un peu détournée. C'est qu'il y a eu un immense succès 1 an avant la règle du jeu, c'est Le Quai des Brumes, réalisé par Carnet, écrit par Prévert. Pardon pour ceux qui ne parlent pas complètement le français, peut-être tu pourrais essayer de traduire. Jean Renoir détestait le film, Quai des Brumes, et l'appelait Cul des Brèmes. La brème, c'est un poisson, enfin, vous voyez le jeu de mots, quoi. Quai des Brumes, Cul des Brèmes. Jean Gabin, qui était très ami avec les deux, sans Jean Gabin, Renoir n'aurait pas pu faire La Grande Illusion. Lui a dit, écoute Jean, arrête, sinon je te casse la gueule. Ok. Bon, donc ça s'est arrêté, Renoir a cessé de dire du mal du Quai des Brumes. Mais il n'empêche qu'on est bien obligé de voir la différence. L'autre intérêt de l'histoire de l'art et du cinéma, c'est la comparaison. Est-ce que vous vous souvenez de Quai des Brumes ? Quand il y a un peintre qui est joué par Robert Le Vigan, il dit « Moi, je veux être le peintre qui peint les choses derrière les choses ». C'est très joli et je ne déteste pas du tout Quai des Brumes. Quand ce peintre se suicide, Jean Gabin récupère ses chaussures et il dit « Ah, du 42, c'est justement ma pointure ». Et la phrase la plus connue du film, c'est Jean Gabin qui embrasse Michel Morgan et qui lui dit « T'as de beaux yeux, tu sais ». Bon. Comparez ça avec la règle du jeu. Il est évident qu'on est sur des planètes totalement différentes et qu'on est dans une conception du cinéma totalement différente. Est-ce qu'on imagine les protagonistes, les personnages de la règle du jeu en train de dire « t'as de beaux yeux, tu sais ». Non. Moi, bien sûr, je préfère la règle du jeu, c'est clair. Mais j'aime beaucoup Le Quai des Brumes. C'est juste pour dire que ce sont des cinémas totalement différents. Et donc, ces cinémas totalement différents et totalement antagonistes, pour dire la vérité, ils ont une descendance qui est elle-même antagoniste. C'est-à-dire que les descendants du réalisme poétique, de Carnet et Prévert, c'est par exemple Jean-Pierre Jeunet. Un film comme Délicatessen est bourré de réalisme poétique. Un film comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui a eu un succès incroyable en Italie comme en France, est un film qui vient de là, de façon affirmée. Ça vient du réalisme poétique des années 30. Et ça vient de Carnet et Prévert, surtout de Prévert d'ailleurs. Tandis qu'il est évident qu'il y a un autre cinéma français, une autre tradition du cinéma français, un autre courant du cinéma français qui vient de Renoir.
Et là, on entre un peu dans toujours la bonne vieille querelle, 60 ans après, c'est qu'il n'y a pas de hasard. La règle du jeu a été reconnue comme un chef-d'œuvre à Venise, à la Mostra, en 1959, en septembre 1959. En mai 1959, il y avait un film qui était présenté à Cannes qui s'appelle Les 400 coups, de François Truffaut. En mars 1960, sort dans les salles parisiennes un film qui s'appelle À bout de souffle. C'est-à-dire que la réévaluation de la règle du jeu est exactement contemporaine de l'irruption de la nouvelle vague française. Et les cinéastes de la nouvelle vague, là où ils sont forts, c'est que ce sont des critiques. Donc, ils condamnent et ils élisent. Et les deux cinéastes européens, je ne parle pas des Américains, Hitchcock, etc., mais les deux cinéastes européens qu'ils élisent, Jean Renoir, Roberto Rossellini. Et on ne sort pas de là. C'est-à-dire qu'il y a une campagne de presse, une campagne d'influence pour dire le plus grand cinéaste français s'appelle Jean Renoir. Le plus grand film français de tous les temps s'appelle La règle du jeu. Et Renoir est très content. Bien sûr, Renoir est très très content de voir des jeunes gens talentueux, pleins d'esprit, pleins d'audace, qui se reconnaissent de lui. Et quand il écrira son autobiographie, Les films de ma vie, ma vie et mes films, pardon, les films de ma vie c'est Truffaut, il dédiera le livre à la nouvelle vague. C'est dire à quel point il appréciait ça. Donc, tout ça pour dire que, oui, le courant du cinéma français qui s'est souvenu des leçons de Jean Renoir, c'est bien sûr la nouvelle vague. Et c'est ensuite ce qu'on a appelé la post-nouvelle vague, c'est-à-dire Jean Eustache et La maman et la putain. Maintenant, si tu me demandes, est-ce qu'il y a un cinéaste français, aujourd'hui, en 2022, qui pourrait être qualifié de renoirien, là, les choses deviennent plus difficiles. Formidable. Et dernière question, c'est évidemment la règle du jeu traverse l'histoire du cinéma français. La Cinémathèque française, c'est l'institution qui traverse l'histoire du cinéma français des années 30 à aujourd'hui. Donc, quelle a été la relation entre la Cinémathèque et la règle? Renoir est un mélange de... Il a beaucoup d'orgueil. Il ne manquerait plus qu'il soit modeste. C'est-à-dire qu'il sait quel cinéaste il est. Donc, si tu veux, après la guerre, il a perdu sa place. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que Renoir, en 37, en 38, en 39, il est au centre du cinéma français. Il est le plus grand cinéaste français. Encore une fois, La Grande Illusion est un succès absolument international. Donc, après la guerre, il est obsédé par plusieurs choses. Revenir, refaire des films en France importants, mais surtout sauver la règle du jeu. Et pour sauver la règle du jeu, évidemment, il se rapproche de Langlois. C'est là où la Cinémathèque française devient importante. C'est-à-dire qu'il sait que c'est son plus grand film. Il sait que c'est son film le plus expérimental. Il sait que c'est le film où il n'y a pas de facilité sentimentale. Parce que j'adore La Grande Illusion. Hein. La Grande Illusion même est un film peut-être plus facile à aimer que La Règle du jeu. Mais La Grande Illusion est un film sentimental tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Et surtout sur des relations entre hommes, d'ailleurs. Tandis que La Règle du jeu, c'est plutôt une attaque contre le sentimental. C'est-à-dire que La Règle du jeu, c'est un film qui dit, si vous êtes trop sentimental, vous perdez tout. Parce que la société n'acceptera pas ça. Donc il a cette obsession d'abord de reconstituer son film, parce que son film a été coupé. Il faut reconstituer son film et il faut que son film revienne au premier plan. Donc évidemment, la Cinémathèque joue un rôle dans cette affaire. Mais celui qui est le plus important, c'est M. Maréchal des grands films classiques, qui va ressortir le film au début des années 60. Là où Langlois est important, c'est que Langlois a très bon goût. Et ça n'empêche pas du tout d'aimer Carnet et Prévert, par exemple. Mais il sait que les trois films les plus importants du cinéma des années 30, c'est L'Âge d'or de Buñuel,
film interdit. La Talente de Jean Vigo, film massacré. La Règle du jeu de Jean Renoir, film interdit et massacré. Donc, ces films-là, Henri Langlois y tient beaucoup, parce qu'il sait que ces films-là, c'est quand même les 3 prototypes, justement, les plus importants du cinéma des années 30. Donc lui, il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire qu'il sauve ce qu'il peut sauver, il essaye de réunir les éléments et il projette inlassablement les films. Et à la fin, il gagne. Mais il gagne pour la même raison. C'est que ses élèves ont du talent. En fait, tu gagnes quand tes élèves ont du talent. Et les élèves de Langlois, on retombe sur les mêmes. C'est la nouvelle vague. Donc évidemment, quand tout d'un coup le cinéma français est bouleversé par l'arrivée de la nouvelle vague et qu'il y a des gens qui disent si on est là, c'est parce que Langlois nous a tout appris, le prestige, qui était déjà très grand, devient quelque chose d'essentiel. Et en plus, ces gens de la nouvelle vague considèrent qu'à côté de Dieu, il y a Jean Renoir. Donc là, c'est formidable, parce que c'est un ami de Langlois, c'est un ami de la Cinémathèque française. Donc il y a une sorte d'alignement des planètes qui fait que Renoir, on va tout lui rendre. C'est-à-dire qu'on va le remettre au centre du jeu. Et évidemment, la Cinémathèque française, oui, y est aussi pour quelque chose. Merci Frédéric, c'était une leçon vraiment passionnante. Si je pense il y avait quelqu'un qui avait des doutes sur la grandeur de la règle du jeu, maintenant on est tous amoureux. Et je pense que vraiment l'âme de Jean Douché a traversé ces terres. Et quand tu disais Arnaud est grand élève de Douché, je pense que tu es un grand élève de Douché et tu as cette capacité extraordinaire qui est la capacité des grands critiques de rendre simple la complicité sans perdre pas la complicité. Donc, écoute, merci beaucoup. Juste pour terminer, là où ça se passait vraiment très mal dans les salles de cinéma qui passaient la règle du jeu, si vous vous souvenez du film, c'est l'intervention du cuisinier. Parce qu'on commence à dire dans la cuisine, enfin dans les commis, que ce marquis, marquis de la Chênaie, bon. Et là, le cuisinier arrive et dit, écoutez, peut-être que c'est un métèque, peut-être que c'est un juif, peut-être qu'il ne s'appelle pas la Chênaie, mais en tout cas, lui, il ne mange pas comme un cochon. Et quand il s'agit de faire des pommes de terre avec du vin blanc, il connaît la recette, et si on l'arnaque, il s'en aperçoit. Ça, c'est ce que j'appelle un homme du monde. Mais vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que l'homme du monde, c'était Marcel Dalliot, qui, son rôle, son emploi, comme on dit au théâtre, dans le cinéma français, était justement de jouer le juif séduisant, pour dire les choses franchement. Et donc, on avait un type qui s'appelle Marquis de la Chênaie, dont on nous dit que c'est un homme du monde, qu'il est plus aristocrate que les vrais aristocrates, et il est joué par Marcel Dalliot, c'est-à-dire celui qui est spécialisé, je ne sais pas, il jouerait aujourd'hui La Vérité si je mens. Vous voyez, c'est comme si tu prends, je ne sais pas, Richard Anconina, et tu dis, voilà la noblesse française. Mais les gens étaient furieux, c'est-à-dire que vraiment, ils cassaient les fauteuils, ils voulaient enflammer les journaux d'extrême droite pour mettre le feu à la salle. C'est-à-dire que là, Renoir avait trouvé exactement le point où ça fait le plus mal. Et c'est ça le génie d'un artiste, c'est appuyer là où ça fait mal. Merci Gianluca. Frédéric Bonneau.